Voilà. On est bien. On est bien. Voilà. Philippe Beck, bonjour. Bonjour Eliane. Alors, Philippe Beck, vous avez fait un livre extraordinaire dans la mesure que éduquer sans punition, la sanction éducative en pratique. Ça veut dire quoi en clair? Parce qu'on punit tous les enfants qui veulent rien faire? Oui, ça veut dire en clair passer du monde de la punition au sens étymologique d'un acte qui fait souffrir l'enfant et même qu'il rabaisse souvent avec ce côté émotionnel, ce côté rageur et vengeur, vers un monde de l'éducation avec d'une sanction, avec des sanctions qui visent à élever l'enfant, c'est-à-dire à l'amener vers le haut, le contraire de le rabaisser. Et si vous voulez... pour moi, ce que j'entends beaucoup dans le grand public, c'est qu'on dit aux parents, il ne faut pas leur donner de fessées, ça se fait plus, mais il ne faut pas leur laisser tout faire parce que ça ne va pas, et on ne leur dit pas ce qu'ils peuvent faire entre deux. Alors j'ai écrit ce bouquin en espérant montrer aux gens, aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, aux grands-parents, pourquoi pas, etc., qu'est-ce qu'on peut faire qui ne soit ni de la punition ressentie un peu comme sadique ou arbitraire, ni du laisser-faire qui fait des enfants rois. Enfin, on connaît tous ces problèmes d'enfants à qui on n'a jamais voulu mettre de normes et de limites. Voilà. Alors, moi, je regarde là, par exemple, je tombe sur une page où vous dites la règle d'un enfant qui est intenable, hein, qui va faire des crises, qui va taper la tête par terre, enfin, j'exagère un petit peu. Comment fonctionner? Parce qu'on voit souvent d'ailleurs dans les magasins, vous voyez des gamins qui sont en train de faire des crises énormes parce qu'ils désirent quelque chose et vous voyez la mère complètement perdue et ne sait pas comment faire à part hurler ou d'essayer de le prendre comme un lapin. Oui, alors, quand il hurle, c'est déjà un peu, vous voulez le tenir, quand il hurle, c'est déjà un peu tard souvent. Je pense qu'il est bon de préparer l'enfant, aller au supermarché. Rendez-vous compte d'une chose, un jour, en réfléchissant à ça, je me suis aperçu, qu'est-ce qu'il voit un petit enfant qui nous accompagne au supermarché? Il nous voit regarder à gauche, à droite, prendre des trucs, ah c'est marrant, je le prends. Et il a l'impression qu'on prend ce qui nous fait plaisir. Et il ne voit pas forcément, si on n'a pas une liste de courses, que ben non, il y a des tas de trucs qu'on trouverait sympas mais qu'on ne s'achète pas. Donc il a juste envie de faire comme l'adulte, ah c'est sympa, je prends. Et là il se fait enguirlander. Et donc, déjà lui montrer qu'on prépare les courses, qu'on n'achète pas tout et n'importe quoi, mais qu'on achète les choses dont on a besoin pour le repas ou pour le ménage, etc. Pourquoi pas le préparer à l'avance en lui disant, tu vois, on va passer vers des stands de jouets ou de livres ou etc., ou de bonbons, enfin, selon ce qui pose facilement les drames avec lui. C'est bien, c'est joli, tu peux regarder, mais on ne peut pas toujours prendre ce qui nous fait plaisir. Donc aujourd'hui, tu prendras une chose ou zéro. Et voilà, et quitte à, en arrivant au supermarché, lui rappeler, tu te souviens ce qu'on a décidé ensemble? On fait les courses, on achète ce qu'on a acheté, tu peux regarder les jouets, tu peux pas en prendre, c'est toujours ok. Et voilà, vous verrez que vous aurez beaucoup moins de drame avec ça qu'en attendant les hurlements pour essayer de tenter quelque chose, au moment où le gosse est dans un tel état de crise, de toute façon il vous écoute plus, donc voilà. Alors, il y a aussi un autre problème qui est régulier, récurrent souvent, c'est l'enfant qui va, par exemple, on va le mettre pour aller dormir, mais il veut plus dormir. Parce que lui, il estime qu'il a plutôt envie de se lever, pourquoi se coucher? Comment faire, en fait, pour que l'enfant puisse aussi aller se coucher sans faire d'histoire ou de drame? Alors, écoutez, j'ai pas envie de donner des réponses fermées. C'est pas pour vous embêter, mais c'est parce que il n'est pas possible, il n'y a aucun acte isolé dont je puisse dire ceci est une sanction éducative ou ceci n'est pas. Oui, je peux dire qu'une fessée c'est pas une sanction éducative, mais pour moi la sanction éducative c'est une logique avant tout. C'est une logique qui réfléchit d'abord à quelle est la règle qu'on essaie de faire passer. Qu'est-ce que cette règle protège? Est-ce qu'elle protège uniquement un besoin de sommeil de l'enfant, par exemple, ou est-ce qu'elle protège un moment d'intimité du couple? Ça peut arriver aussi, franchement, on dit on est content que les gosses sont au lit. Ou est-ce que ça protège une valeur autre? Et les vraies règles, les règles importantes, elles ne protègent pas seulement des besoins qui peuvent être, je dirais, protégés de manière flexible. C'est plutôt, on devrait parler de limites plutôt que de règles. Vous voyez, si je vous dis, faites pas trop de bruit, j'ai mal à la tête, c'est typiquement pas trop. Alors on peut discuter jusqu'où c'est assez ou à partir d'où c'est trop. Les vraies règles, c'est celles qui protègent des valeurs où on n'est pas en termes de poser une limite, mais on est vraiment en termes de c'est comme ça, pas autrement. On met pas ses doigts dans le nez, on n'insulte pas les autres, on tape pas sa petite sœur. C'est pas des écoute. Voilà, on va pas dire à un gosse, écoute, tu peux taper ta petite sœur jusqu'à 10h, mais après j'aimerais que tu arrêtes. D'accord, c'est absurde. Complètement. C'est typique de règles qui protègent des valeurs. Alors, on peut se poser la question, vous parlez d'aller au lit, effectivement, ça peut être pénible.
Première question à se poser, pourquoi l'enfant ne veut pas aller au lit? Essayez de comprendre. Il y a des enfants qui ne veulent pas aller au lit parce qu'ils n'ont pas de sommeil. Il y en a qui ont une trouille de rater quelque chose, la vie des adultes. Il y en a qui ont peur de s'endormir. Je connais un petit enfant qui avait très peur de s'endormir parce qu'il avait peur de ne pas se réveiller. Il avait appris en gros ce que c'était que la mort. On lui avait peut-être dit, des fois on est maladroit, on veut faire des images que ça. On avait dû lui dire, c'est comme tu t'endormes, tu ne te réveilles plus. Le gosse, il crevait de trouille. Bon, donc il y a un aspect, je dirais, personnel, de réflexion de l'enfant sur lui, où il faut arriver à lui faire prendre conscience qu'il a le droit de prendre soin de ses besoins. Tous nos comportements visent à prendre soin de nos besoins, mais il ne peut le faire que d'une manière qui soit sociale, c'est-à-dire compatible avec ce qui n'embête pas les autres de la famille, de la classe d'école, de la course d'école, du camp de ski, quel que soit le groupe au sein duquel on veut bien se placer. D'accord ? Donc il y a cette réflexion sur la dimension personnelle. Pourquoi l'enfant a fait ça ? Ou pourquoi il le fait à répétition ? Qu'est-ce qu'il vise et qu'est-ce qu'il obtient ? Souvent on peut montrer au gosse qu'en visant quelque chose d'une manière qui contredit les règles, il obtient le contraire. Je prends un exemple simple, l'enfant qui court dans la classe pour obtenir plus vite quelque chose, qui se casse la figure, qui en plus se fait enguirlander, finalement il aurait mieux fait de marcher, il y serait arrivé plus vite. On peut montrer ces discrépances. Une deuxième dimension, c'est celle de la justice réparatrice, si vous voulez. Qu'est-ce que ça a provoqué ? Est-ce que la transgression fait du dégât ou est-ce qu'elle n'en fait pas ? On pourrait dire dans le cas de l'enfant qui ne veut pas aller se coucher, c'est un petit peu téléphoné peut-être, mais enfin, qu'il nuit à papa et maman ou à les familles recomposées, mais enfin aux adultes qui vivent sous le même toit, qui ont besoin d'avoir un moment à eux. Donc, on peut par exemple lui dire, écoute, ce soir tu as bringué jusqu'à pas d'heure, nous maintenant on va aller au lit aussi. Et du coup, au lieu de jouer avec toi samedi après-midi, c'est le moment qu'on prendra pour être seul. Voilà, et qu'ils comprennent qu'il y a des donnants-donnants, des réparations à faire. Sans du tout esprit, je dirais, de sadisme, de on t'a bien eu, mais juste pour montrer que les choses ont un coût. Ça, c'est la dimension que j'appelle civile. Et la troisième dimension, qui au fond est la première dans l'ordre des choses, c'est la dimension que par métaphore j'appelle pénale, par homologie avec le droit pénal, qui est le droit, la partie du droit où, si vous voulez, l'État protège la société contre les menaces de quelque chose. Vous roulez trop vite avec votre voiture, tant que vous avez renversé personne, le droit civil ne s'intéresse pas à vous. Mais le droit pénal dit, tu as mis en danger des gens. Donc on te sanctionne pour ça. Donc c'est la dimension de faire comprendre l'importance de la règle. Et pour faire comprendre l'importance de la règle, c'est là qu'on vient justement à ses valeurs ou besoins. Il faut impérativement avoir pu réfléchir à quoi sert cette règle. Dire à l'enfant, faut te coucher. Pourquoi ? Parce qu'il faut. C'est mince. C'est vraiment trop mince. Moi, j'ai été élevé un peu comme ça. Mes parents étaient des gens adorables, mais enfin, de génération. Quand ils en avaient marre, il paraît que je discutais beaucoup à part ça. Ils me disaient parce que c'est comme ça. Et ça, les gosses d'aujourd'hui, ils achètent plus. Hein. On a eu le même problème. J'ai eu le même problème. On avait cette éducation. On ne demandait pas votre avis. Quelle a été votre formation, Philippe ? Alors, au départ, je suis mathématicien. Donc, vous voyez que j'ai dû faire des virages. En fait, j'en ai fait 2. Je suis mathématicien. J'ai travaillé comme informaticien pendant 7 ou 8 ans. Pendant ce temps, je me suis beaucoup passionné pour la non-violence, pour différentes raisons, des luttes sociales, etc. Probablement parce que j'étais déjà, je dirais, à la fois révolté contre certaines injustices dans le monde et en même temps pas à l'aise avec les luttes armées, ces genres d'affaires-là. Donc pour moi, la découverte de Gandhi, Martin Luther King et compagnie, qu'on peut transformer des situations désastreuses par des manières non violentes, quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup touché. Je me suis beaucoup formé à ça. J'ai trouvé que les formations étaient quelque chose de beaucoup plus efficace que les lectures, parce que les lectures s'adressent qu'à l'intellect. Les formations d'adultes s'adressent aussi, quand elles sont bien faites, du moins aux sentiments, aux émotions, donc à notre être complet. Premier virage, je suis devenu secrétaire associatif dans le milieu de la non-violence, au centre Martin Luther King, ensuite dans une ONG moins connue en Suisse qui s'appelle ARNE. Ensuite, j'ai travaillé 10 ans pour une autre ONG non-violente qui s'appelle les Brigades de paix internationales. Pendant tout ce temps, je me suis bien formé comme formateur. Je commençais à animer des formations. Puis j'ai fait un deuxième virage, si vous voulez. Quand j'en ai eu assez, au fond, de faire du secrétariat associatif, j'ai fondé une entreprise de formation avec 2 collègues qui étaient dans le même cas que moi. Ça s'appelle Formaction, comme formation avec un C, Formaction. Et voilà, je travaille comme formateur essentiellement, tout ce qui touche
au conflit, à la violence, donc à la communication, la médiation, la négociation, les émotions. Et alors ce thème, j'y suis arrivé parce que je forme beaucoup des enseignants. Et les enseignants, souvent, les situations de conflit qu'ils décrivent sont finalement des résultantes même pas, mais d'un dérapage qui est arrivé. Ils ont essayé de punir quelque chose d'une manière un peu maladroite. Le gosse se laisse pas faire répondre de façon un peu rude. Le prof se sent défié dans son autorité et ils partent dans un jeu de pouvoir qui finit mal de toute façon parce qu'on n'a pas le droit de leur donner des baffes. Donc de toute façon ça s'arrête à un moment avec des expulsions, visite au directeur, machin. Alors j'aidais ces braves enseignants à essayer de résoudre ces types de situations tout en me disant mais s'ils avaient pu sanctionner mieux, peut-être plus finement, ils n'en seraient pas là, les malheureux, on aurait pu prendre le problème à la racine. Ce qui m'a amené à me perfectionner sur ce thème, à découvrir qu'il existait des magnifiques théories. Je dois ces éléments théoriques essentiellement à Éric Prérat, qui est un prof d'Uni à Nancy 2, en Lorraine, mais qu'il n'existait aucun bouquin pratico-pratique, rien, néant. Et encore, c'était des bouquins plutôt, il y a un que sais-je, mais qui reste très bref. Et les gens me disaient, mais j'ai lu ce qu'il y a à lire, mais j'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas assez d'exemples pratiques. Alors voilà, j'ai récolté des matériaux venant des formations que j'animais pour des enseignants, pour des travailleurs sociaux qui ont le même problème, pour des parents aussi. Et j'ai récolté et j'ai fini par rédiger ce que je croyais être une brochure, à vrai dire. Voilà, je ne sais pas si c'est parce que je suis trop bavard ou parce qu'il y a beaucoup de matériel magnifique. Alors non, Philippe Beck, vous n'êtes pas, je dirais pas que vous êtes bavard, je dirais que vous avez d'abord une connaissance et vous êtes riche et vous êtes passionné et c'est un cadeau que de vous avoir ici en interview et j'estime que ce livre va aider énormément de parents qui sont en ce moment dans une souffrance eux-mêmes parce qu'ils ne savent plus comment faire pour éduquer et on est quand même dans une période où il y a tellement d'informations, on dit toujours trop d'informations tue l'information, mais il n'y a rien dans le fond. Donc c'est pour ça que Philippe Beck, votre livre, à mon avis, va faire des émules et surtout va être, d'ailleurs il est aux éditions Jouvence. Et donc le titre? Alors, Éduquer sans punition, sous-titre, la sanction éducative en pratique. Merci beaucoup Philippe Beck, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous interviewer et au plaisir pour le prochain livre. À bientôt. Au revoir. Plaisir, au revoir Eliane.